Le 17 octobre 1944, à 04h15 précise, dans les tranchées boueuses de la forêt de Hürtgen, en Allemagne, un sergent américain nommé Jack Harlan fixe l'obscurité devant lui. Il est à 200 mètres d'une position allemande fortifiée et son peloton de 28 hommes est sur le point de charger. Mais quelque chose cloche. La boue sous leurs bottes n'est pas ordinaire. Elle colle, elle aspire, elle ralentit tout. Les Allemands, à 500 mètres en face, ont des mitrailleuses prêtes et l'air sent la poudre et la mort. Harlan sait que dans les prochaines minutes, au moins la moitié de ses gars ne reviendront pas. Pourtant, il donne le signal. L'attaque commence, et c'est là que le piège idiot se referme. Une simple astuce avec de la boue va transformer cette charge en cauchemar impossible à arrêter. Reculons de quelques heures. Jack Harlan n'est pas un héros de bande dessinée. Il vient du Kansas, d'une petite ferme près de Wichita. Né en 1918, il a grandi en réparant des tracteurs et en chassant le lapin avec son père. Quand la guerre a éclaté, il s'est enrôlé dans l'armée américaine en 1941, à 23 ans. Pas par patriotisme flamboyant, mais parce que son frère aîné était déjà parti et il ne voulait pas rester en arrière. Harlan est un type solide, 1m80, épaules larges, cheveux châtains coupés courts. Il parle peu, agit vite. Ses hommes l'appellent le fermier, parce qu'il sait improviser avec ce qu'il a sous la main. Avant Hürtgen, il a vu du pays, le débarquement en Normandie, les haies bocagères de la France. Là-bas, il a perdu son premier peloton lors d'une embuscade. 18 morts en 1 heure. Ça l'a marqué, mais il n'en parle pas. Il se contente de charger son M1 Garand et d'avancer. Cette nuit-là, dans la forêt de Hürtgen, l'air est froid et humide. La pluie a transformé le sol en un marécage. Le 9e régiment d'infanterie, dont Harlan fait partie, prépare une offensive pour percer les lignes allemandes. Les ordres sont clairs, prendre la colline 400 avant l'aube. Mais les cartes ne disent pas tout. La boue est partout. Les chars ne passent plus. Les hommes pataugent jusqu'aux genoux. Harlan, sergent depuis 6 mois, reçoit la mission à minuit. Son capitaine, un gars de Boston nommé Rayleigh, lui tape sur l'épaule dans le bunker improvisé. « Harlan, ton peloton ouvre la voie. Pas de conneries. On a besoin de ce terrain. » Harlan hoche la tête. Il rassemble ses 28 hommes, des Texans, des New-Yorkais, des gamins du Midwest comme lui. Parmi eux, il y a Tommy Ruiz, 19 ans, qui tremble un peu, et le caporal Mike Donovan, un Irlandais bourru qui mâche son chewing-gum comme si c'était une blague. Harlan n'est pas du genre à paniquer. Il a déjà affronté le chaos. Souvenez-vous de Saint-Lô, en juillet. Là, sous un déluge d'artillerie allemande, il a dirigé une retraite. Les obus pleuvaient, le sol explosait en fontaines de terre. Un de ses hommes, un gamin de l'Ohio, a perdu une jambe. Harlan l'a porté sur 2 kilomètres, sous le feu jusqu'à l'infirmier. Pas de médaille pour ça, juste un hochement de tête du capitaine. Vous prenez 40 ans, en Normandie. Une nuit, les Allemands ont contre-attaqué avec des grenades. Harlan a pris une décision sous pression. Il a ordonné à son peloton de se replier dans un fossé inondé. Ça a sauvé 8 vies. Mais il a vu la mort de près. Une balle a frôlé son casque, si près qu'il a senti la chaleur. Depuis, il dort avec son fusil à côté de lui. Ces moments l'ont forgé. Il sait que la guerre n'attend pas les héros. Elle broie les hésitants. Maintenant, à 03h45, le peloton s'aligne au bord de la clairière. La forêt est dense, les pins noirs percent le ciel nuageux. Harlan vérifie son équipement. Cartouchière pleine, baïonnette fixée, grenade dans les poches. Ses hommes sont nerveux. Ruiz murmure une prière en espagnol. Donovan crache son chewing-gum. « Sergent, cette boue, c'est de la merde. On va s'embourber avant de tirer un coup. » Harlan le regarde calmement. « C'est pour ça qu'on est là. On avance, on tire, on prend la colline. Mais intérieurement, il sent le poids. Les Allemands ont des MG42, ces mitrailleuses qui crachent 1200 coups par minute. À 200 mètres, c'est une tondeuse à gazon sur des soldats. Et la boue, elle n'aide pas. Les bottes s'enfoncent. Chaque pas coûte de l'énergie. Harlan a déjà vu des hommes se noyer dans des trous d'obus remplis d'eau. Ici, c'est pire. La terre est collante, comme du goudron froid.
Le signal arrive à 040, un sifflet strident. Le peloton sort des tranchées. Harlan en tête, fusil levé. Les hommes suivent en ligne, baïonnette en avant. La boue claque sous leurs pas. Au début, c'est gérable. 50 mètres. Puis 100. Les jambes pèsent. La respiration s'accélère. Harlan entend les premiers murmures. Putain, c'est quoi cette gadoue? Un homme glisse, se relève en jurant. À 150 mètres, les Allemands réagissent. Un éclat de lumière, un projecteur. Puis le vrombissement des MG42. Les balles sifflent. Le premier homme tombe. Ruiz, touché à la poitrine. Il s'effondre dans la boue, sans un cri. Harlan crie « Couvrez-vous, avancez !» Mais la boue les ralentit. Chaque pas est une lutte. Les Allemands arrosent. 20 morts en vue. Non, 10 déjà. Le peloton fond. C'est là que Harlan voit l'absurdité. Les Allemands ont creusé des fossés remplis de boue piégée. Pas juste de la terre mouillée. Ils y ont mélangé de l'argile et des racines pour qu'elle colle comme du ciment. Une astuce idiote, basique mais efficace. Les hommes s'y enfoncent jusqu'aux cuisses. Impossible de courir, impossible de se cacher vite. Harlan ordonne « Utilisez vos pelles, creusez pour avancer ». Mais c'est trop tard. Donovan est touché au bras, hurle. Un autre homme, un gamin de Détroit, essaie de tirer, mais son fusil s'enraye dans la boue. Les balles allemandes fauchent. 15 hommes à terre maintenant. Harlan avance seul, rampant presque. Il tire au jugé, abat un nombre dans le bunker ennemi. Mais la boue l'aspire. Ses forces diminuent. La tension monte. Chaque seconde compte. Le bruit est assourdissant. Les rafales, les cris, le succion de la boue. Harlan sent la peur, pas la sienne, celle de ses hommes. Il a déjà été près de la mort, mais là, c'est différent. La boue rend tout inévitable. Elle transforme l'attaque en massacre lent. À 04h20, le peloton n'est plus qu'à 50 mètres de la colline. Seulement 12 survivants. Harlan, couvert de boue, charge le dernier bunker. Son cœur bat fort, mais sa voix reste calme dans la radio. « On tient, on passe !» Les Allemands paniquent. Leur piège idiot a marché trop bien. L'attaque, ralentie mais pas arrêtée, les submerge. Harlan jette une grenade. Explosion. Cri en allemand. Le bunker tombe, mais le prix est lourd. 16 morts, 8 blessés. Harlan, essoufflé, s'assoit dans la boue. Ses mains tremblent légèrement. Il a gagné la colline, mais à quel coût? Les renforts arrivent à l'aube. Le capitaine Riley le félicite. « Bonne idée avec les pelles, sergent. » Harlan hausse les épaules. Il sait que ce n'était pas une idée, c'était la survie. La boue, cette saloperie idiote, a rendu l'attaque impossible à stopper. Elle a forcé les hommes à avancer, pas à pas, jusqu'au bout. Harlan n'était pas né pour la guerre, il l'avait choisie, ou peut-être qu'elle l'avait choisi lui. Retournons à l'été 1941, dans les champs dorés du Kansas. Jack Harlan, 23 ans, réparait un vieux tracteur Ford sous un soleil de plomb. La ferme familiale, 80 hectares de blé et de maïs, appartenait à son père depuis la Grande Dépression. Harlan Senior était un homme dur, taillé dans le roc, qui avait perdu un œil à la ferme pendant la poussière des années 30. La vie, fiston, c'est pas des discours, c'est des faits, lui disait-il souvent, en essuyant la sueur de son front ridé. Jack hochait la tête, serrait les boulons et pensait à son frère aîné, Tom, parti pour l'université à Lawrence. Mais quand les nouvelles de Pearl Harbor ont explosé à la radio, tout a basculé. Tom s'est enrôlé le premier, dans les Marines. Jack n'a pas hésité. Il a laissé la ferme à son père, embrassé sa mère qui pleurait en silence, et pris le train pour Fort Riley. L'entraînement a été brutal. Pas de gloire, juste de la boue et des marches forcées. Harlan, avec ses 80 kilos de muscles gagnés à labourer la terre, s'est adapté vite. Il excellait au tir au M1, touchait une cible à 300 mètres sans trembler. Ses instructeurs l'ont remarqué, un gamin du Midwest, calme, qui ne se plaignait jamais. En mars 1942, il embarque pour l'Angleterre. Les navires traversent l'Atlantique sous menace de sous-marins allemands. Harlan passe les nuits sur le pont, à fixer l'horizon noir, fusil en bandoulière. Il pense à la ferme, au coucher de soleil sur les plaines. Mais la guerre efface ça.
À l'arrivée, c'est l'entraînement intensif, sauts en parachute annulés, simulation de débarquement sur les plages galloises. Harlan monte en grade vite, caporal à 24 ans. Il apprend à lire les cartes, à poser des mines, à réparer un radio sous le feu, pas par génie mais par instinct. Comme quand il réparait les machines, on identifie le problème, on agit. Son premier vrai baptême du feu, c'est en Normandie, le 6 juin 1944, Omaha Beach. Harlan est avec la première division d'infanterie, les Big Red One. Les barges s'approchent sous un déluge d'obus. L'eau est rouge de sang avant même de toucher le sable. Harlan saute dans les vagues, l'eau jusqu'à la poitrine, son sac alourdi par 50 kilos d'équipement. Les mitrailleuses allemandes crépitent depuis les falaises. Des hommes tombent autour de lui, criant, noyés ou hachés. Il rampe sur 50 mètres de plage, le cœur cognant, la bouche pleine de sable salé. « Avancez, avancez !» hurle un officier. Harlan attrape un soldat blessé, le traîne derrière un obstacle. C'est là qu'il voit son premier mort de près. Un gamin de Brooklyn, la poitrine ouverte, les yeux fixes sur le ciel. Harlan vomit dans l'eau, puis charge son fusil. Ils prennent la plage en 6 heures. 2000 morts pour sa compagnie. Harlan en sort avec une égratignure au bras, une Purple Heart qu'il n'a jamais portée. Après Omaha, c'est la poursuite à travers la Normandie. Les haies bocagères, ces murs de terre et de buissons, transforment chaque champ en piège. Harlan est sergent maintenant, responsable d'un peloton de 40 hommes. À Saint-Lô, en juillet, l'enfer se déchaîne. Les Allemands bombardent sans relâche. Les obus 98 mm explosent partout, soulevant des geysers de terre. Le peloton d'Harlan est coincé dans un verger. Les arbres volent en éclats. Les branches pleuvent comme des shrapnels. Un obus tombe à 10 mètres. Harlan sent l'onde de choc dans ses os. Il crie « À terre, couvrez-vous !» Mais un de ses hommes, Eddie Klein, de l'Ohio, perd sa jambe droite dans l'explosion. Du sang partout, des cris perçants. Harlan ne réfléchit pas. Il bande la plaie avec sa chemise, soulève Klein sur son épaule, 90 kilos à lui seul, et court sous le feu. 2 kilomètres à travers les haies, esquivant les balles qui sifflent. Klein gémit. « Lâche-moi, sergent. C'est fini. » Harlan grogne. « Ferme-la. On arrive. » À l'infirmier, Klein survit. Harlan, juste un hématome au dos et une nuit sans sommeil. Le capitaine le félicite plus tard. « Bon boulot, Harlan. T'es un roc. » Mais Harlan hausse les épaules. C'était juste le devoir. 40 ans, fin juin, c'est une autre épreuve. La ville est un labyrinthe de ruines. Les Allemands contre-attaquent à la nuit tombée avec des grenades et des fusils d'assaut. Harlan et son peloton tiennent une intersection. Les éclats illuminent l'obscurité. L'air pue la cordite. Une grenade atterrit à 5 mètres. Harlan la voit rebondir. Il plonge, la renvoie d'un coup de pied vers les ombres ennemies. Explosion. 3 Allemands à terre. Mais les siens paniquent. Des tirs fusent de partout. Harlan prend la décision. Dans le fossé, repliez-vous. Le fossé est inondé, de l'eau jusqu'au cou, mais il couvre 8 vies. Une balle ricoche sur son casque, si près qu'il sent le sifflement chaud. Il tire en rafale, abat 2 silhouettes. Le peloton se regroupe, respire. À l'aube, ils reprennent l'intersection. 8 sauvés, mais 3 blessés graves. Harlan bande ses plaies à lui, une entaille au front, et continue. Il dort peu ces nuits-là. Son M1 serré contre lui comme un talisman. La mort l'a frôlé trop souvent. Elle lui a appris « hésiter, c'est mourir ». De retour à Hurtgen, ses souvenirs pèsent sur Harlan comme la boue sous ses bottes. La forêt est un mur vert et humide. Les pins dégouttent d'eau froide. Depuis la Normandie, son peloton a fondu. Des remplacements constants, des visages qu'il connaît à peine. Mais il les motive à sa façon. À minuit, dans le bunker, il distribue les rations, du corned beef froid et des cigarettes. Mangez, demain, on bouge. Ruiz, le gamin de 19 ans, fixe son assiette. « Sergent, vous pensez qu'on va s'en sortir ?» Harlan le regarde droit. « On s'en sort si on avance ensemble. Pas de place pour les doutes. » Donovan ricane. « Ouais, et si la boue nous avale ?» Harlan ne sourit pas. La boue, c'est comme les haies. On la contourne ou on la traverse. Intérieurement, il sait que c'est plus dur.
Les rapports disent que les Allemands ont fortifié la colline 400. Barbelés, mines, nids de mitrailleuses. Et cette pluie incessante transforme le sol en piège. Les chars sont bloqués en arrière, inutiles. Tout repose sur les jambes des hommes. À 03h00, Harlan inspecte les lignes. La tranchée est un fossé gluant, l'eau monte aux chevilles. Ses hommes vérifient leurs armes. M1, barre pour les tireurs, grenade marque 2. Harlan teste son fusil, le charge, le décharge. Fluide, il pense à Saint-Lô, à portée clean. À 40 ans, à la grenade qui a failli l'emporter. Ces moments l'ont endurci. Il n'est pas invincible, mais il sait décider sous pression. Le capitaine Riley arrive, carte en main. « Harlan, ton peloton en pointe, 200 mètres jusqu'au premier bunker. Prends-le et on suit. » Harlan acquiesce. Compris, Riley s'éloigne. Harlan rassemble ses hommes. « Écoutez, la boue va nous ralentir. Les Allemands attendent. Mais on est les premiers. On tire, on avance, on gagne. » Des murmures approbateurs. Ruiz serre son crucifix. Donovan crache par terre. La tension monte, palpable comme l'humidité. Harlan sent son pouls s'accélérer légèrement. Pas de peur, juste de l'adrénaline. Il a déjà vu le chaos. Il sait que la nuit va saigner. À 03h30, les sentinelles signalent du mouvement ennemi, des ombres dans les arbres. Harlan ordonne le silence radio. Le peloton se tend. La boue suce les bottes quand ils ajustent leur position. Harlan ferme les yeux une seconde, revoit la plage d'Omaha, les corps flottants. Ça le recentre. Quand le sifflet retentit à 04h00, il est prêt. Fusil levé, il sort en premier. La charge commence. Pas à pas, vers l'inévitable. Les pas s'enfoncent dans la boue avec un bruit de succion humide. Harlan avance en tête, le fusil M1 calé contre l'épaule, le canon pointé vers l'avant. L'air froid de la forêt de Hurtgen porte l'odeur de la terre trempée et de la résine des pins. À 04h05, le peloton a couvert 50 mètres. Les hommes halètent déjà. La boue colle aux jambes comme une glu vivante. Chaque foulée demande un effort double. Harlan sent ses bottes s'alourdir, l'argile s'infiltrant par les lacets. Derrière lui, Donovan grogne. « Cette merde nous colle aux os !» Harlan ne répond pas. Il scrute l'obscurité, les silhouettes des arbres qui se découpent en ombres menaçantes. À 100 mètres, la clairière s'ouvre légèrement. Les Allemands sont là, invisibles mais présents. Un craquement distant, comme une branche qui casse. Harlan lève le poing, stoppe la ligne. Ses hommes se figent, agenouillés dans la gadoue. Le cœur de Ruiz bat si fort que Harlan l'entend presque. « Calmez-vous » murmure-t-il. « On respire, on avance. » Mais la boue complique tout. Elle n'est pas juste mouillée. Elle est piégée, mélangée à de l'argile épaisse et à des racines entrelacées, creusées en fossés discrets par les ingénieurs allemands. Une astuce basique apprise des manuels de la Wehrmacht. Pas de mine sophistiquée, juste de la terre manipulée pour ralentir, pour exposer. Harlan l'a compris trop tard. À Saint-Lô, il avait contourné des pièges similaires, mais ici, la forêt étouffe les sons, amplifie la peur. Le projecteur ennemi s'allume à 04h08. Un faisceau blanc perce la nuit, balayant la clairière comme un doigt accusateur. Il accroche le peloton à 150 mètres. Les MG42 se déchaînent. Le vrombissement est infernal, 1200 coups par minute, un bourdonnement de frelons enragés. Les balles labourent le sol, soulevant des giclées de boue. Le premier impact touche un homme à l'arrière, un Texan nommé Hayes, la tête explosée nette. Il s'effondre sans un mot, englouti jusqu'à la taille. Harlan crie « À terre! Couvrez le feu !» Il tire en rafale, le recul de son M1 secouant son épaule. Une ombre dans le bunker clignote, tombe. Mais les siens paient. Ruiz glisse en se jetant au sol. Son fusil s'enfonce dans la boue. Il le tire, paniqué, les mains tremblantes. « Sergent, je peux pas viser !» La boue transforme la charge en cauchemar lent. À 04h10, ils n'ont gagné que 20 mètres. Les hommes rampent maintenant, les coudes labourant la terre collante. Donovan, le bras blessé, et serre les dents, son bandage improvisé déjà noir de gadoue. « Ces salauds nous ont tués !» marmonne-t-il. Harlan rampe à côté de lui, sent la boue froide remonter le long de son treillis. Elle aspire, retient, comme si le sol voulait les avaler.
Il se souvient de 40 ans, de cette grenade qui avait rebondi près de lui. Là, il avait réagi en 1 seconde. Ici, le temps s'étire. Chaque mouvement coûte cher. Un autre homme tombe, un gamin de New York, touché au ventre. Il roule dans un fossé, hurle une fois, puis se tait. Le sang se mélange à la boue, formant une pâte rougeâtre. 12 morts maintenant. Le peloton fond comme neige au soleil. Harlan prend une décision. Donovan prend le flanc gauche. Ruiz, couvre-moi. On vise le premier bunker. Sa voix est plate, comme s'il donnait des ordres pour réparer un tracteur. Pas de panique, juste du calcul. Il sait que s'arrêter, c'est mourir. La boue les force à avancer, pas à pas, exposés. Les Allemands arrosent sans relâche, les balles sifflant à hauteur d'homme. Une ricoche frôle l'oreille d'Harlan, chaude et sifflante. Il ne scille pas. Il attrape une grenade Mark II, la dégoupille avec les dents. Le métal froid contre ses lèvres. Il la lance en arc vers le bunker à 80 mètres. Explosion. Un cri en allemand étouffé par le fracas. Du feu jaillit de la gueule bétonnée. Mais les MG42 continuent, synchronisés, couvrant les angles. À 04h15, le peloton est à mi-chemin, seulement 10 survivants. La forêt semble se refermer, les pins murmurant sous la pluie fine qui reprend. Harlan sent la fatigue dans ses muscles, forgé au Kansas, mais usé par des mois de marche. Ses poumons brûlent, l'air chargé de poudre et de terre humide. Ruiz tire à côté de lui, rate sa cible. La boue a encrassé le fusil. Harlan lui arrache l'arme, la nettoie d'un geste rapide avec son pouce, frotte le canon contre sa manche. Tiens, vise bas. Ruiz hoche la tête, les yeux écarquillés. La peur est là, viscérale, pas juste physique. Harlan la sent en lui aussi, un poids au ventre. Il a déjà été près de la mort, à Omaha, quand les vagues avaient charrié des corps mutilés. À Saint-Lô, portant Klein, sentant le sang chaud couler sur son épaule. Mais ici, la boue rend tout personnel. Elle ralentit le monde, force à regarder chaque balle approcher. Un fossé plus profond apparaît à 04h18. Harlan y tombe en premier, jusqu'aux cuisses. La boue l'aspire, froide et tenace. Il jure intérieurement, plante sa pelle dans le sol pour s'extraire. Pousser avec les pelles, creuser un chemin. Les hommes obéissent, le métal raclant la terre avec des bruits mats. Donovan frappe fort, son bras valide tendu. Comme labourer un champ, hein, sergent? Harlan acquiesce, mais c'est plus dur. Les Allemands ajustent leurs tirs, les obus d'artillerie légère commençant à pleuvoir. Un éclat à 20 mètres soulève une fontaine de boue, arrose le peloton de terre et de cailloux. Un homme est touché aux jambes, hurle, essaie de ramper. Harlan l'attrape par le col, le tire en arrière. Tient bon, mais l'homme s'évanouit, pâle comme un linge. La tension grimpe, les sons dominent. Le crépitement incessant des mitrailleuses, les plocs de la boue sous les pelles, les respirations rauques. Harlan tire encore, abat un Allemand qui sort du bunker pour recharger. Le corps roule dans la gadoue, immobile. Mais les pertes montent, 15 à terre. Le peloton n'est plus une ligne, juste des ombres éparpillées, luttant contre le sol. Ruiz pleure presque, chargeant son fusil vide. Pourquoi il nous laisse pas courir ? Harlan le fixe, calme. Parce que la boue les aide, mais on avance quand même. Intérieurement, il calcule 50 mètres restants. Si la boue les ralentit, elle ralentit aussi les renforts allemands. Une chance mince. À 04h22, ils atteignent le bord du premier fossé piégé. Harlan ordonne un bond groupé. Maintenant, poussez! Les hommes se lancent, pelle en avant. La boue claque, aspire. Donovan trébuche, tombe à genoux. Une rafale le frôle, déchire son sac. Il se relève, tire en retour. Harlan couvre, son M1 chaud dans ses mains. Le bunker est proche, 30 mètres. Les Allemands paniquent légèrement, leur tir moins précis. La boue, ce piège idiot, a retourné la charge contre eux. Elle force l'avance inexorable, transforme la vitesse en endurance. Harlan sent le climax approcher, le cœur battant au rythme des pas englués. Pas de retraite possible, seulement l'avant. Harlan serre les dents, la boue remontant jusqu'à ses genoux maintenant. À 04h23, le peloton franchit le fossé en un effort collectif, les pelles claquant contre la terre comme des haches sur du bois mou. L'air vibre du hurlement des MG42, plus proche, plus précis.
Les balles fouettent l'air à hauteur de poitrine, traçant des lignes invisibles de mort. Harlan voit un de ses hommes, un gamin du Midwest nommé Ellis, lever la tête trop vite. Une rafale le cueille en pleine face. Il bascule en arrière, le corps secoué comme une poupée de chiffon, et s'enfonce dans la gadoue sans un bruit. 16 morts. Le compte grimpe, implacable. « Avancez, ne stoppez pas !» La voix d'Harlan perce le chaos, ferme, sans tremblement. Il rampe en avant, le fusil traînant dans la boue, le métal froid contre sa paume engourdie. Derrière lui, Donovan halète, son bras blessé pendant comme un poids mort. « Sergent, on y est presque, ces enfoirés vont payer. » Ruiz suit, les yeux fous, son crucifix serré dans une main, le M1 dans l'autre. La boue les ralentit, mais elle les protège aussi. Pas de course folle, pas d'exposition totale. Chaque pas forcé est une avancée mesurée, un défi au piège allemand. Harlan sent l'argile s'infiltrer dans ses bottes, collantes, lourdes, comme si le sol voulait les retenir pour les mitrailleuses. À 04h25, ils atteignent les 20 mètres. Le bunker émerge de l'ombre, un bloc de béton camouflé par des branches de pin, sa gueule noire crachant le feu. Les Allemands sont 5, peut-être 6, silhouettes floues derrière les fentes. Un obus de mortier tombe à 15 mètres sur la droite, explosant en une gerbe de terre et d'éclats. Le souffle plaque Harlan au sol, ses oreilles bourdonnant. Il tousse, crache de la boue, sent un éclat lui entailler la joue. Du sang chaud coule, mais il ignore. « Grenade, maintenant !» Il dégoupille la sienne, la balance d'un geste fluide. L'ovale métallique décrit un arc paresseux dans l'air humide, atterrit pile devant l'entrée. Boum! L'explosion secoue la clairière. Un flash orange illumine les pins. Un Allemand hurle, ressort titubant, le bras en feu. Harlan tire. Une fois, deux. L'homme s'effondre, face contre terre. Les survivants, 8 maintenant, couverts de gadoux des pieds à la tête, se regroupent. Donovan charge à genoux, son bar crachant des rafales courtes. « Prends ça, salopard !» Les balles ricochent sur le béton, mais forcent les Allemands à se baisser. Ruiz vise mal, son tir trop haut, mais il continue, le chargeur cliquetant. La boue a encrassé son arme, mais l'adrénaline l'a fait fonctionner. Harlan rampe plus près, à 10 mètres. Il sent l'odeur âcre de la cordite se mêler à celle de la terre pourrie. Son cœur cogne, régulier, comme un moteur bien rodé. Pas de panique. Il a déjà fait ça. À 40 ans, renvoyer cette grenade sous le feu, sentant la mort à un souffle. Ici, c'est pareil. Décision après décision. Un Allemand sort du bunker, un MP40 à la hanche, tirant en courant. Les balles sifflent près de Donovan qui riposte d'une rafale. L'ennemi tombe à mi-chemin, roulant dans la boue, son cri étouffé par la gadoue. Mais les mitrailleuses reprennent, synchronisées. Une giclée de balles laboure le sol devant Harlan, soulevant une vague de terre qui lui fouette le visage. Il plonge à plat ventre, la boue froide l'engloutissant jusqu'au cou. « Couvrez-moi, je vais au flanc !» Il roule sur le côté, utilise un monticule de racines comme abri. Ses muscles hurlent, mais il avance, mètre par mètre. La forêt semble retenir son souffle, la pluie fine tambourinant sur les feuilles comme un avertissement. À 04h27, le climax éclate. Harlan est à 5 mètres. Il voit les yeux d'un Allemand à travers la fente, grand, surpris. Pas le temps de penser. Il bondit, la boue claquant sous ses bottes, et enfonce sa baïonnette dans la brèche. Le métal gratte le béton puis la chair. Un cri guttural en allemand. Harlan tire à bout portant, le recul le repoussant. L'homme s'écroule à l'intérieur. « Ruiz! Donovan! Entrez !» Ils chargent ensemble, épelles et fusils en avant. La boue aspire leurs pas, mais l'élan les porte. Donovan balance une grenade à l'intérieur. Explosion étouffée, fumée noire jaillissant. 2 Allemands sortent en titubant, mains en l'air. Ruiz tire, net sans hésiter. Il tombe, inerte. Le bunker est pris. À 04h28, le silence tombe, brisé seulement par les halètements et le goutte à goutte de la pluie. Harlan entre le premier, fusil levé, balayant les ombres. 3 corps allemands gisent, tordus dans leur sang. Les armes sont chaudes, abandonnées. Ils s'adossent au mur de béton.
sent la boue sécher sur sa peau en croûte épaisse. Ses mains tremblent enfin, l'adrénaline retombant comme une vague. Donovan s'assoit par terre, le bras en sang. On l'a eu, sergent. Cette boue, elle nous a tués, mais on a gagné. Ruiz vomit dans un coin, les épaules secouées. 7 survivants, le peloton réduit à des ombres épuisées. Harlan active la radio, la voix rauque mais claire. Colline 400 prises, bunker principal neutralisé, envoyez les renforts. La réponse craque. Compris, tenez la position. Il sort, scrute la clairière. Les corps de ces hommes parsèment le sol, figés dans la boue comme des statues brisées. Ace Ellis, le gamin de New York, tous avalés par la gadoue. 19 morts. Le prix pour 200 mètres. La boue, ce stratagème idiot, a ralenti l'attaque, l'a rendu impossible à arrêter. Elle a forcé chaque homme à affronter le feu, pas à pas, jusqu'au bout. Harlan allume une cigarette, les doigts maladroits. La flamme vacille dans l'aube naissante. Il pense à la ferme, au Kansas sec et propre. Mais ici, la guerre colle comme cette terre, inévitable. Les premiers renforts arrivent à 04h45, des silhouettes grises émergeant des arbres. Le capitaine Reilly descend d'un jeep enlisé, pataugeant jusqu'à Harlan. Rapport. Harlan pointe la colline. Bunker pris, 19 des nôtres à terre. Les Allemands ont piégé la boue, argile et fossé. Ça nous a ralentis, mais on a passé. Reilly hoche la tête, tape l'épaule d'Harlan. Bon gars, la division va noter ça. Une Purple Heart pour toi et une Silver Star peut-être. Harlan hausse les épaules, fixe l'horizon. Pas de gloire, juste des faits. Les brancardiers évacuent les blessés, Donovan inclus. Ruiz reste silencieux, nettoyant son fusil. À 05h, le soleil perce les nuages, jetant une lumière pâle sur la clairière. La boue brille, rougit par endroits. Harlan compte les pertes mentalement, 21 au total, avec les éclaireurs. La colline 400 est à eux, un pas de plus vers la percée. Mais le coup pèse. Il a pris des décisions sous pression, comme à Saint-Lô ou 40 ans, mais là, la boue a rendu chaque choix plus lourd. Elle a transformé la charge en endurance mortelle, forçant les hommes à payer cher pour avancer. Harlan ramasse son M1 couvert de gadoue. La guerre continue. Pas de pause. Il donne l'ordre. Préparez les défenses. Les contre-attaques viendront. Ces hommes hochent la tête, fatigués mais solides. La forêt de Hurtgen murmure encore, imprégnée de boue et de sang. Les brancardiers traversent la clairière à pas lourds, leurs bottes s'enfonçant dans la boue encore tiède du combat. À 05h15, le soleil monte, faible et gris, filtrant à travers les pins comme une lumière d'hôpital. Harlan reste assis sur un tronc d'arbre abattu, son M1 posé à côté de lui, le canon encore chaud malgré la gadoue qui le recouvre. Il regarde les corps être emportés. 19 des siens, enveloppés dans des couvertures kaki, les visages pâles sous la crasse. Ruiz s'approche, un bandage neuf autour de la main, et s'assoit sans un mot. Sergent, c'était dingue. Harlan hoche la tête, allume une autre cigarette. La fumée monte en spirale, se mêlant à l'odeur de terre et de poudre qui imprègne tout. Les renforts s'installent vite. Des ingénieurs du génie posent des filles barbelées sur la colline 400, creusent des positions avec des pelles neuves. Reilly arpente le site, carte en main, aboyant des ordres. « Harlan, ton peloton a ouvert la brèche. Sans vous, on était coincés en bas. » Harlan se lève et poussette la boue de son treillis sans succès. « C'était la boue qui a décidé, capitaine. Elle nous a forcés à aller jusqu'au bout. » Reilly rit court, sans joie. « Ouais, ces Allemands et leurs trucs de paysans. Mais vous avez tenu, la division va en parler. » Il s'éloigne pour coordonner les mortiers, laissant Harlan avec ses 7 survivants. Ils forment un cercle lâche, partageant des rations froides, du jambon en boîte et du café tiède dans des gamelles cabossées. À 06h, un camion bâché arrive par le sentier boueux cahotant sur les racines. Un major en descend, un bloc-notes à la main, flanqué d'un photographe avec un Leica autour du cou. Le major s'approche d'Harlan, le salue d'un geste sec. « Sergent Harlan, rapport sur l'assaut du bunker, dites-moi ce qui s'est passé. »
Harlan parle droit, sans fioriture. On a chargé à 04h0. La boue nous a ralenti, fossé piégé avec de l'argile. Les MG42 ont fauché la moitié du peloton. On a rampé, utilisé les pelles pour avancer. Grenade au bunker, pris à 04h28. 19 morts. Le major Note hoche la tête. Impressionnant. Cette astuce avec la boue, basique mais mortelle, vous avez transformé leur piège en avantage. L'attaque n'a pas pu s'arrêter. Le photographe clique. Le flash illumine la clairière comme un éclair. Harlan cligne des yeux, fixe l'objectif sans sourire. Avantage, on a payé cher. Les survivants écoutent, silencieux. Donovan est de retour du poste de secours, le bras en écharpe, une perfusion pendant au côté. Le doc dit que je perds pas le bras, sergent, grâce à vous. Harlan hausse les épaules. C'est le peloton qui a tenu. Ruiz ajoute. Aux voix basses. J'ai vu la mort de près, comme vous à Omaha, hein? Harlan acquiesce mais ne dit rien. Il pense au corps aligné en bas de la colline, couvert de bâches. 21 au total, avec les éclaireurs touchés en approche. La boue les a gardés là, figés dans leur charge interrompue. Les ingénieurs allemands avaient bien travaillé. Pas de génie. Juste de la terre remuée pour coller aux bottes, pour exposer les hommes aux balles. Une idée idiote, apprise dans les tranchées de la Somme en 14-18, recyclée ici. Elle a ralenti l'assaut, l'a rendu inexorable, impossible à stopper une fois lancé. À midi, les premiers contre-attaques allemandes sondent la ligne. Des éclats d'artillerie tombent sur la clairière, soulevant des geysers de boue rouge. Harlan dirige la réponse, mortier sur la lisière, fusil sur les ombres. Ces hommes tirent depuis les fossés creusés à la hâte, les M1 crachant dans la brume. Une patrouille ennemie émerge des pins, 10 silhouettes en felgros, mais la boue les freine aussi. Ils s'enfoncent, hésitants. Harlan abat le premier d'un tir précis à 150 mètres. Les autres battent en retraite, laissant 2 corps derrière. Pas de victoire propre, juste un répit. Reilly arrive en courant. Bon travail, la 9e division avance maintenant, grâce à votre colline. Harlan nettoie son fusil, frotte la boue du mécanisme. On a ouvert, ils refermeront si on lâche. L'après-midi s'étire sous une pluie fine qui reprend, transformant la colline en marécage glissant. Les survivants montent la garde par roulement, les yeux rougis par la fatigue. Ruiz parle enfin de sa maison, au Texas, d'une sœur qui écrit des lettres. Elle demande quand je rentre. Harlan écoute, fixe la forêt. Bientôt, peut-être, si on perce. Intérieurement, il calcule. Hurtgen est un moulin à viande. Des milliers passeront par ici avant la fin. Sa Silver Star arrive par hélicoptère à 16h, un ruban neuf épinglé par le major. Pour bravoure sous feu, sergent, et une promotion, lieutenant. Harlan la touche du bout des doigts, la range dans sa poche. Pas de discours, juste un « merci, monsieur ». Le photographe clique encore pour les journaux de demain. Le fermier du Kansas arrête l'attaque avec de la boue. La nuit tombe à 18h, froide et humide. Le peloton, ce qu'il en reste, s'entasse dans le bunker capturé, nettoyé des corps allemands. Des lampes à huile fument, projetant des ombres dansantes sur les murs de béton. Harlan distribue les dernières cigarettes. Donovan mâche son chewing-gum, le bras douloureux. Cette boue, sergent, elle nous a tués et sauvés. Harlan hoche la tête. Elle force à décider. Avancer ou couler. Ruiz s'endort en premier, épuisé. Harlan veille, fusil en main, écoutant la forêt. Les bruits reviennent, craquements, murmures de patrouille. Il pense à son père, au Kansas, aux champs secs où la terre ne colle pas. Là-bas, les décisions sont simples, planter, récolter. Ici, c'est survivre. À l'aube du 18 octobre, les ordres changent. La division pousse plus loin, Hurtgen n'est qu'un début. Harlan, maintenant lieutenant, reçoit un nouveau peloton. 30 hommes frais, des visages sans cicatrices. Il les regarde s'aligner, sans le poids revenir. Écoutez, la boue est partout, on avance ensemble. Ils hochent la tête, ignorant du prix. Reilly le salue en passant. Vous avez montré comment. La guerre note ça dans ses livres. Harlan monte sur la colline, scrute l'horizon boisé. 21 morts pour 200 mètres. La boue, ce stratagème idiot,
a rendu l'attaque inarrêtable. Elle a forcé les hommes à affronter le feu, pas à pas, révélant ce qu'est la guerre, pas de gloire, juste des choix qui collent à la peau. Harlan n'était pas fait pour ça, mais il l'a fait. La forêt de Hurtgen avale les secrets, mais pas les faits. La boue sèche, craquelle, emporte les traces, mais les décisions restent. La guerre broie et les survivants avancent. C'est tout.